Le Grand Plateau. Le Grand Plateau, bien sûr, c'est tous les samedis et dimanches, n'est-ce pas, pour la rediffusion à partir de 16 h. L'émission Grand Plateau accueille aujourd'hui M. Sule Umaru, acteur de la société civile. Monsieur Sule, bonsoir. Oui, merci bonsoir. d'être là. Bonsoir. Et M. Zaberou Sule, journaliste. Merci M. Zaberou. Avec les deux, n'est-ce pas, mes deux invités, des invités que vous connaissez très bien, qui ont l'habitude de participer à nos débats. Avec ces deux invités, nous allons faire un tour d'horizon de l'actualité. L'actualité, c'est la situation, également de l'audit, n'est-ce pas, au ministère de la Défense. Selon des sources sûres, le rapport est déposé sur le bureau du président de la République. Nous allons également parler de l'enrôlement biométrique. Comme vous le savez, les opérations ont été lancées le 8 février dernier dans la zone 2, notamment la zone Niamey, Maradi, Difa et Zander. Nous parlerons de l'importance de l'enrôlement biométrique, de son déroulement, bien sûr, et puis des difficultés rencontrées, ça et là. Nous, si le temps le permet, nous allons parler également de politique. Dans cette émission, nous allons parler de la situation des partis politiques, notamment quelques-uns, c'est le cas de Lumana par exemple, qui prépare son congrès, n'est-ce pas, le 23 février dernier, avec quelques remous, nous allons en parler, notamment avec le départ du président de ce parti, M. Amadou, en France pour des raisons de santé. Nous parlerons notamment, n'est-ce pas, de politique avec le parti Jamhouria, qui prépare également son congrès en mars aussi, et qui a aussi ses frondeurs. C'est le cas de Alma Umaru et Wassal Kebokari. Nous allons parler bien sûr des difficultés des partis politiques avec mes deux invités. Alors, monsieur Sule Umaru, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je viens de le dire. Notre premier sujet va concerner bien sûr cette situation de l'audit au ministère de la Défense. Les gens en parlent. Paraît-il, selon des sources bien informées, que le rapport de M. Katambe est déjà sur le bureau du président de la République. Alors, qu'est-ce que cela inspire-t-il? Oui, merci beaucoup. Effectivement, monsieur, là, vous avez parlé d'une enquête au ministère de la Défense. Vous parlez vous-même de paraît-il. Donc, ce qui suppose que jusque-là, l'information, en tout cas, reste, je dirais... Par rapport au dépôt du rapport. Oui, voilà. Ça reste, c'est à prendre avec réserve. Du reste, le contenu oui, le contenu, nous ne saurait quand même s'établir sur le contenu d'un rapport qui n'est pas officiel. Puisque même étant sur la table du président, le rapport peut être modifié. Donc je pense bien que nous sommes assez quand même patients pour attendre que ce rapport nous soit officialisé avant quand même de nous apaisantir, en tout cas sur tout ce qui est en train de se dire aujourd'hui par rapport justement à des incriminations et sur certaines questions. Toujours est-il dit que nous apprécions l'initiative, en tout cas d'une enquête, et même qui conclut sur des rapports, puisque vous savez bien que cette enquête quand même vise en tout cas une certaine... lutte contre la corruption. Cette enquête et ce rapport entrent à ligne droite, en tout cas, dans la transparence et dans la bonne gouvernance. Donc, pour nous, je pense que c'est une bonne chose. C'est le lieu de féliciter et d'encourager le ministre qui a diligenté cette enquête, Katambe, et de l'encourager dans ce même souci de vouloir que les deniers publics, en tout cas, soient gérés de la façon, je dirais, la plus transparente qui soit. Donc, nous pensons que, au vu, en tout cas, des informations qui sont ça et là, que nous recevons à travers les réseaux sociaux, nous pensons que ce serait prématuré aujourd'hui de vouloir nous lancer dans une diatribe contre X ou Y. Mais nous pensons que le jour où, en tout cas, les faits seront établis, il n'y a pas que nous, il y a la justice qui va être saisie pour que les Nigériens puissent rentrer dans leurs droits à travers justement la poursuite, n'est-ce pas, donc des personnes qui seront incriminées. Et mieux, c'est que ça a aussi un sens d'école, puisque aujourd'hui, ceux qui ont dirigé ces ministères-là, ceux qui jusqu'à présent sont aujourd'hui en train ou en tout cas qu'on considère être les responsables, sont au pouvoir et qui se relèvent de la même mouvance présidentielle. Donc je pense que c'est une première. C'est une première et c'est un courage, je dirais, très grand politiquement que de vouloir
C'est tout à l'honneur du président. C'est tout à l'honneur du président de la République, du ministre qui les détermine, et même de la démocratie nigérienne, puisque, vous le savez, par le passé, cela n'a pas été fait, que ce soit le régime passé ou même le régime actuel. Donc, c'est une première, c'est une nouveauté, et c'est à encourager. On attend de voir les conclusions. Pas les conclusions, on dit que les conclusions sont là, mais qu'ils soient officielles. Si et que le fait soit réellement établi. Voilà, si c'est officiel, c'est que justement la réalité va s'en sortir, puisque dès que c'est officiel, ça sera normalement transmis à la justice, et la justice va effectivement faire son travail. Merci, M. Souley. Ezaberou, on en parle, n'est-ce pas, dans tous les milieux, dans tous les salons, on en parle. Il y a un audit qui, en tout cas, qui s'est déroulé, puisqu'on parle de la fin du rapport. Finalement, c'est un audit qui s'est déroulé au ministère de la Défense nationale. Un ministère quand même chargé, qui a pour mission, effectivement, de sécuriser le Niger et sa population. C'est le ministère de la Défense. Alors, qu'en pensez-vous de tous ces remous, de toutes ces rumeurs autour de cette enquête? Merci, Lawan. D'abord, ce que je voudrais dire par rapport à cela, ce n'est pas la première fois qu'au niveau du ministère de l'Intérieur ou au ministère de la Défense, qu'il y a eu des audits ou bien des inspections d'État. Et ce n'est pas la première fois, mais je ne sais pas pourquoi cette fois-ci ça fait autant de bruit. Et ça, c'est le premier. Le deuxième aspect, une inspection d'État ou bien un audit n'est pas dit que seulement c'est pour aller vers une sanction. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une situation qui est là, on fait un audit pour comprendre qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, où est le problème, comment corriger ces problèmes. L'autre aspect, les gens ont commencé à parler, à étaler ces informations-là. Est-ce que ce sont des informations réellement qui sont contenues dans ce dossier-là? Des spéculations souvent. Parce que moi, par exemple, parmi les gens que les gens ont cités, j'ai contacté un certain nombre de gens. Et ils ne sont même pas au courant, parce que tu es au courant d'un audit lorsqu'on te soumet le rapport pour donner tes comptes vérifiés. Parce que quand on fait un audit ou une inspection à l'égard de quelqu'un, on doit lui soumettre les conclusions du rapport pour qu'il puisse apporter un certain nombre d'éclaircissements par rapport à ce rapport-là. Et parmi les concernés, il y a ceux qui ne sont pas là. L'autre aspect aussi, et aujourd'hui, les chiffres que les gens avancent, qui ont été soi-disant détournés par rapport dans ce rapport-là, quand vous faites la sommation, ça dépasse largement tout le budget même du ministère de la Défense. Alors, comment on peut... Donc cela veut dire, même le fonctionnement, c'est-à-dire que même le fonctionnement et tout ça n'a pas été fait au niveau de la défense. Les gens ont... Ça, c'est l'autre aspect. Lorsqu'ils tirent leurs sources. Cela veut dire que vous allez comprendre peut-être avec ce qui va se passer peut-être dans l'année. Et l'autre aspect, je n'ai jamais vu un pays où les gens viennent faire l'étalage d'une affaire qui est du domaine du secret d'État. Parce que vous partez dans les grandes puissances, aujourd'hui les États-Unis, la France, vous prenez leur budget. Est-ce qu'il y a une fois où vous avez vu dans les réseaux sociaux ou bien dans les médias où ils font étalage de malversation ou de quoi que ce soit? De quoi s'agit-il cette affaire? Parce que l'affaire, par exemple, quand je prends un exemple, j'ai vu par exemple dans certains journaux, ils ont fait cas d'un marché de grillage et barbelé qu'ils estimaient à 3 milliards et quelques, et qu'ils disent que c'est moins de 1 milliard. Non. Par exemple, le monsieur là, moi j'ai demandé quelqu'un qui fait partie de ceux qui ont déposé pour le marché, et que lui, il n'a pas eu. Il m'a dit sincèrement que lui, ce marché-là, c'est-à-dire que c'est un certain nombre de casernes qui sont de la région de toutes les régions du Niger, qu'il doit aller mettre les barbelés. Et vous pensez que pour ouvrir tous les compagnies du Niger, là, les 3 milliards, là, vous pensez que c'est trop? Non, quand même, il faut que les gens cherchent d'abord l'information pour savoir qu'est-ce qui est réellement. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit que lui, on lui donne même le marché gratuit, il n'allait pas me le faire. Ça, c'est le premier aspect. Parce que c'est coûteux. C'est coûteux. L'autre aspect, par rapport aux armements. Moi, un jour, un des ministres sortants de la Défense, il m'a dit, un jour, quand il était venu, quand les gens faisaient ce genre de bruit, qu'il y a trop de mafia, etc., il s'était rendu lui-même à l'usine pour aller acheter le matériel.
Mais malheureusement, quand il était parti, et là-bas, ils l'ont proposé un prix plus cher que ceux-là qui sont ici au Niger, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans le rouage du marché là, et avec un délai très long. Or, il y a une urgence au début de ce conflit. Il y a une urgence qui est là. Il a cherché un autre partenaire en Afrique du Sud pour lui attribuer le marché. Lui aussi, il est parti, on lui a donné un délai de 6 mois. Et en 6 mois, c'était trop tard. En ce temps-là, il y avait ce problème-là. Donc, c'est de là-bas que lui a dit non, ils ont des partenaires au Niger et s'il veut des facilités, il passe par eux. Parce qu'ils sont incontournables au niveau de ces usines. Vous voyez? Donc, et c'est ça un peu l'aspect aussi. D'abord, tu penses que c'est parce que c'est ceux qui ont exécuté le marché qui ont des problèmes avec les gens? C'est parce qu'on a donné à tel ou tel? Non, c'est ça. Et aujourd'hui, par exemple, pour tous les régimes qui se sont succédés, vous prenez depuis le temps, depuis Barré, passant par le régime du MNSD Tanja, et aujourd'hui avec Salou Jobo, avec le régime du président Issoufou, tous ces régimes-là ont travaillé avec les mêmes gens qui sont dans l'armement. Et c'est les mêmes gens qui livrent des armements au Niger. Ça, c'est le premier aspect. Et l'autre aspect, la plupart des armements-là, ils ne passent pas par des bateaux. C'est des ponts aériens qu'ils constituent. Et le pont aérien, ça coûte excessivement cher. Parce qu'aucun pays ne peut accepter qu'on traverse à travers les bateaux son pays avec des armements. Ça, c'est l'autre aspect. Et ensuite, demandez ces commerçants-là, même pas ceux qui sont dans l'armement, demandez les commerçants qui sont dans les ministères qui ont des commandes. Ils font combien de temps avant qu'ils soient payés? Et les banques sont là. Il n'y a pas des avoirs au niveau des banques. Les banques sont... Mais les gens, aujourd'hui, ces gens-là, au lieu de féliciter même ces gens-là qui sont tout autour, qui sont aujourd'hui les commerçants, qui fournissent un effort pour pouvoir fournir tout ce que l'État leur demande, en attendant peut-être des fois 1 an, 2 ans, 3 ans, certains 5 ans, ils n'ont pas été payés. Il s'agit quand même de problèmes de défense nationale. Il s'agit de problèmes de défense nationale. Mais ce problème-là, mais aujourd'hui, ce problème, c'est pour cela que ces gens-là ont eu le courage de pouvoir donc livrer tous ces matériels. Ça, c'est le premier aspect. Rapidement. Mais c'est ça. Et l'autre aspect, aujourd'hui, ce que les gens sont en train de raconter, ça peut mettre à mal à l'aise les partenaires du Niger qui sont en train de livrer ces armements. Et ça peut nuire à notre pays par rapport à ça. Il y avait une lettre dans la semaine qui circulait, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux et même dans les journaux. Une lettre, n'est-ce pas, qui contredit le ministre de la Défense par rapport à une commande, effectivement, d'armement. Des avions, enfin, c'est deux hélicoptères, oui. Quelque chose comme cela. Alors, la lettre, elle circule comme ça sur les réseaux sociaux elle est entourée de doutes, de suspicions. On ne sait pas, elle vient. Vous savez, les avions là. Finalement, si le ministre de la Défense ne sort pas, peut-être, ou quelqu'un d'autre, pour parler, vous savez, par rapport, c'est un problème. Oui, vous savez, par rapport aux avions là, quand ils ont été amenés en réparation, et je crois que il y a une délégation de 3 ministères, le ministère de Finances, le ministère de la Défense, je crois de notre ministère aussi, qui sont allés là-bas pour voir, pour vérifier. Et ils étaient très édifiés par rapport au problème de réparation. Et je crois que le partenaire, même à un moment donné, il a dit, mais écoutez, s'il y a ce bruit-là, donc, nous, on va vous remettre vos avions et remettez-nous nos sous. Si les gens... Vous remettez votre argent, oui, vous nous remettez notre matériel. Oui, et on vous remet vos matériels comme ça. Vous voyez? Et aujourd'hui, je pense que... Et on est en temps de guerre. Aujourd'hui, selon certaines mêmes informations, je crois que les avions étaient arrivés actuellement à Niamey et ils seront utilisés. Et ils sont utilisés au cours des prochaines jours. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas le temps aujourd'hui de faire des polémiques ou de faire pour faire étalage de nos secrets défense, pour faire étalage de ce que nous achetons, de ce que nous avons comme Amesra. Ça fait partie du secret défense. Parce que nous sommes en guerre. Les gens doivent faire un front commun. D'abord, il faut pas que nous nous trompons de l'ennemi. Parce que les gens sont en train de travailler. Laissez les gens travailler et ne sapez pas le moral de nos troupes. Les gens doivent faire un front commun pour aller d'abord combattre l'ennemi. Maintenant, s'il y a des problèmes après, lorsque l'ennemi sera combattu, les gens peuvent maintenant venir et s'asseoir et maintenant discuter par rapport à cela. S'il y a des tournements ou pas, maintenant demander aux gens-là de rembourser. Pensez-vous que les Nigériens pourront être
pourront regarder, n'est-ce pas, dans la même direction, parce que tout simplement, il s'agit de questions de sécurité. Sommes-nous capables de le faire au moins? Oui, on ne peut pas dire qu'un peuple est incapable de faire quelque chose. Oui. Oui, je pense bien que... Ce qu'on voit, ça veut dire qu'on n'est pas capable, en fait. Non, ce n'est pas une question d'incapacité. C'est une question, je dirais, d'option. Et surtout aussi, vous savez, c'est aussi des questions politiques. C'est la politique. La politique, les gens pensent qu'en prenant position sur certains sujets, sur certains aspects, c'est pour faire mal à l'adversaire. Donc c'est la récupération politique. Mais au-delà de l'adversaire, on fait mal à l'État, on fait mal à soi-même. Parce que l'État, c'est nous tous. Donc je pense bien que, comme tu l'as dit, nous devrons aller dans le sens de comprendre et de disséquer quelles sont les questions qui ont des enjeux, je dirais, nationaux, au point que lorsque vous allez les aborder, savoir comment est-ce que vous allez les aborder, faire en sorte notamment les questions de sécurité. Voilà, les questions de sécurité qui touchent en tout cas non seulement la sécurité du pays, mais au-delà, la dignité. Lorsque vous allez parler des questions qui vont exposer votre territoire, qui vont exposer vos forces de défense, qui vont faire ressortir vos faiblesses pendant des situations extrêmement délicates, comme c'est le cas des situations de guerre, je pense bien qu'il faut forcément faire attention. Ben, bon, là, comme je l'ai dit, c'est la maturité politique maintenant des Nigériens qu'il faut travailler. Et vous savez bien que c'est quand même un laisser-aller. Les formations politiques foisonnent, il n'y a pas de culture politique, il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'idéologie, les gens font chacun ce qu'il veut. Il n'y a pas que les hommes politiques. Il n'y a pas que les hommes politiques. Il n'y a pas que les hommes politiques. Les citoyens aussi de la société civile. Oui, je parle de façon. Je parle des citoyens. Que nous sommes, je parle des citoyens les plus visés. Parce que voilà. je parle des citoyens sans exception, de façon générale. Puisque tous les citoyens aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre, font de la politique. Et malheureusement, c'est faire cette politique à outrance et sans discernement, comme on le voit dans les réseaux sociaux, c'est vraiment dommageable pour notre pays, le fait de ne pas pouvoir faire la différence, de ne pas savoir sur quel sujet s'établir et de façon publique. Il y a des questions qu'on peut parler peut-être en cercle restreint, mais lorsque ça devient un truc qu'on peut jeter n'importe où sur les réseaux sociaux, on peut même inventer, créer des mensonges de toutes pièces pour nuire à l'adversaire, pour nuire à son État. Je pense bien que c'est extrêmement grave. Vraiment, c'est l'occasion de faire appel à la responsabilité des Nigériens, de faire appel justement à une certaine prise de conscience par rapport à ces dangers. Si nous sommes à cette situation aujourd'hui, si nous sommes à ces niveaux de développement, c'est parce que justement, jusqu'à présent, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles nous ne sommes pas revenus. Parce que les gens sont prêts à tirer, comme on dit, de façon ouverte sur le pays, et advienne que pourra, lorsque leurs intérêts sont menacés ou lorsqu'ils ont des intérêts. Je pense bien que cette façon de voir les choses, elle est mauvaise, il faut revenir là-dessus. D'accord, monsieur, merci bien. Alors, Zaber, je reviens à toi. Tout à l'heure, Soule a parlé, par exemple, de transparence, c'est-à-dire dans le cas où cette enquête, n'est-ce pas, si elle aboutit, n'est-ce pas? Alors, notamment, si les faits sont établis, si les faits sont réels, par exemple, c'est un coup de chapeau au président de la République, quand même, qui est l'artisan de cela, parce que c'est lui qui a autorisé ce taux de ticket. Pensez-vous? Est-ce que vous pensez qu'on peut aller au bout? Puisque les gens pensent que... Toi-même, tu l'as dit tout à l'heure, depuis les années, depuis Barré, on commande des armes, depuis Barré, les mêmes fournisseurs sont là, depuis Barré, on fait sortir de l'argent. Mais cette fois-ci, les gens en font une tonne, il y a même un audit qui est là. Alors, vous pensez que cette fois-ci, si réellement les faits sont établis, que la justice va faire son travail? Vous savez, je ne pense pas que, par exemple, aujourd'hui, les autorités de la 7e République qui ont commandé
qui ont demandé l'audit de la situation. Ça veut dire que les gens sont forcément par le marché. L'objectif, en réalité, c'est de voir qu'est-ce qui ne va pas au sein de notre armée. Parce que les gens ne parlent pas d'autres aspects. C'est plusieurs aspects. Un audit ici, ça concerne plusieurs aspects pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Parce que vous savez, le Niger a été beaucoup endeuillé par rapport à cela. Donc, il faut revoir la stratégie, le matériel de guerre, etc. Parce qu'aujourd'hui, aucun pays ne peut aller vers cette guerre sans les moyens aériens. Aujourd'hui, les mêmes gens ici qui livrent ce même matériel, c'est les mêmes gens qui livrent au Nigeria, au Ghana, au Mali, etc., dans les autres pays. Mais pourquoi dans ce pays-là, il n'y a pas il faut qu'au Niger, les gens, c'est-à-dire, ont tendance à politiser l'affaire. Or, il n'en est rien de la politique. Il faut que d'abord, les gens, c'est-à-dire font un front commun, même si aujourd'hui on dit qu'il y a un certain nombre de dérapages par rapport à cela, parce que le dérapage même que certains pensent qu'on a ça, dans toute œuvre humaine, il peut y avoir toujours des erreurs, mais ces erreurs, c'est savoir comment il faut corriger ces erreurs-là, parce que par exemple de ce qu'il parlait, par exemple la commande faite par l'ancien SG du ministère, lui il a écarté, c'est-à-dire qu'il a refusé de passer par cette chaîne-là, parce que c'est un réseau. Maintenant, il est parti lui-même là-bas, pour acheter le matériel. Non seulement par rapport à cela, tandis qu'ils l'ont donné des matériels qui ne sont pas de qualité encore plus chers, parce qu'il ne s'y connaît pas dans ce marché-là. Parce qu'il faut quelqu'un qui s'y connaissait et qui est dans la chaîne pour savoir comment il faut marcher avec. Moi, je pense que aujourd'hui, ça fait partie, donc, cette affaire-là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire étalage de nos armements, de ce qu'on achète, de notre budget même. Et dans certains pays, tu n'as jamais entendu le budget de la défense d'un pays. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit le budget de la défense, il y a le renseignement aussi qui est là. Qui peut justifier aujourd'hui l'argent qu'on dépense dans le renseignement? Qui peut le justifier? Mais pour justifier ce genre d'argent, il faut passer par ce genre de commandes, etc. Mais les gens, c'est-à-dire comme s'ils ne savent pas, c'est-à-dire la plupart c'est des gens qui ne savent pas c'est quoi, même la gestion de la sécurité. La gestion de la sécurité, aujourd'hui, s'il n'y a pas cette sécurité-là, aujourd'hui, ces gens-là qui parlent, on ne peut même pas parler. On ne peut même pas sortir le journal. S'il n'y a pas cette sécurité-là, c'est parce qu'il y a cette sécurité-là. Moi, je pense que ce n'est pas aujourd'hui une fin en soi. Au total, est-ce que par exemple cet argent-là, même cet argent-là qu'elles disent que ça aurait été, est-ce que cet argent-là aujourd'hui, même si aujourd'hui ils n'ont pas été dépensés, qu'est-ce que ça peut augmenter dans la vie aujourd'hui des Nigériens? Les gens doivent parler d'autre chose. Par rapport à notre sécurité, par rapport à notre sécurité, la sécurité, c'est ce qu'on a dit, la sécurité n'a pas de prix. Quel qu'en soit le prix, elle n'a pas de prix. L'essentiel, que l'État soit en sécurité, que notre pays soit en sécurité. Et aujourd'hui, on doit remercier Dieu et on doit remercier ces efforts que les gens, les uns et les autres, font pour garder notre territoire. Aujourd'hui, notre territoire est gardé, malgré quoi qu'on dise. Aujourd'hui, il faut donc, c'est un honneur pour nos forces de défense et de sécurité, et aussi pour ces dirigeants-là aujourd'hui qui se battent nuit et jour. Il y a des gens qui ne dorment même pas. Donc moi je pense qu'il faut même féliciter ces gens-là qui, malgré on ne sait pas dans quelles conditions, que les gens se décarcassent et se débrouillent pour pouvoir se doter notre pays et afin donc de sécuriser donc notre pays, assurer notre sécurité. Merci Zebero. Alors quand on parle de sécurité, effectivement, quand on parle des élections aussi, il faut parler de sécurité, bien sûr. Nous sommes à l'approche, n'est-ce pas, des échéances électorales. Nous sommes à moins d'une année, n'est-ce pas, pratiquement de toutes les élections générales, les élections, comment on appelle ça, législatives, les municipales, ainsi de suite. Un chronogramme est déjà sorti. Alors, on parle aussi de l'enrôlement de trucs en ce moment, qui se déroule bien sûr dans la zone 2. La zone 2, elle comprend, c'est un rappel, elle comprend Niamey, elle comprend Maradi, Difa et Zender. Alors, au niveau de cette zone 2, au niveau de ces 4 régions, l'enrôlement a déjà débuté depuis le 8 février dernier. Alors, sur le Morou, certaines difficultés, effectivement, se déroulent par rapport à cet enrôlement. Notamment, il y a des sons de cloches, n'est-ce pas, différents. Qui nous viennent de la classe politique. Et même les citoyens, souvent, comment on appelle ça, trouvent que le processus souvent est lent. On attend, les gens attendent quand est-ce qu'on sera enrôlé, notre commune, ainsi de suite. Alors, êtes-vous enrôlé déjà?
Oui, merci beaucoup. Effectivement, monsieur, là, je me suis enrôlé pour répondre à votre question. Sans difficulté. Sans difficulté. Moi, personnellement, les difficultés que j'ai constatées de visu, elles sont d'un ordre de motivation. Parce que vous savez bien que dans la même période, il y a deux types d'enrôlement. Il y a un autre enrôlement qui se fait par le ministère des Finances, où vous partez, où c'est bondé de monde, où les gens partaient peut-être depuis de 5 heures et jusqu'à Olala pour pouvoir s'enrôler. Mais l'enrôlement biométrique pour les élections, vous constatez que il n'y a pas d'engouement. On a l'impression que les gens ne sont pas intéressés. Et au niveau des partis politiques, on ne sent pas une certaine mobilisation des militants. Donc je pense bien que... Ils disent que le rôle est dévolu à la CENI. Non, c'est malheureusement faux. La CENI, elle organise l'enrôlement, elle le fait. Mais ceux qui devaient partir s'enrôler, c'est les citoyens. Et ces citoyens, ils vont s'enrôler pour qui? Ils vont s'enrôler d'abord pour eux, pour pouvoir choisir leurs dirigeants. Mais ils vont s'enrôler aussi pour leur formation politique, parce que individuellement, chacun a un parti politique ou a un choix politique. Mais malheureusement, on sent en tout cas un désintérêt pour cet enrôlement. Je pense bien que ça doit inquiéter en tout cas tout observateur politique qui pense que l'engagement politique et la participation politique dans un pays déterminent la prise de conscience politique d'un peuple. Il y a des gens qui passent à longueur de journée écrire des choses sur les réseaux sociaux et qui pensent que la gouvernance est mauvaise, d'autres qui pensent que la gouvernance est bonne. Mais je pense que lorsqu'on parle d'élection, lorsqu'on parle d'enrôlement, c'est l'occasion d'aller s'enrôler pour se préparer au choix des futurs dirigeants politiques du Niger. Mais il n'y a pas ça. C'est assez regrettable de la part des citoyens. C'est aussi assez regrettable de constater que les partis politiques ne font pas un travail de sensibilisation de leurs militants et de tout le monde de façon générale pour aller vers cet enrôlement. Et malheureusement, cet enrôlement, on le fait d'abord par zone, avec des délais, et les délais se coulent. Vous avez parlé depuis le 8 février. Aujourd'hui, nous sommes le 22 février. Donc, je pense bien que le temps se coule et les gens ne s'enrôlent pas. C'est une difficulté majeure. Alors, l'autre difficulté dont on parle, c'est plus ou moins à Zender, où ça a été rapporté, peut-être le fait contraire de ce qui se passe à Niamey et dans d'autres zones. Là-bas, il y a certains politiciens, certains partis politiques qui sont plus actifs, qui sont plus organisés, qui mobilisent les gens à aller voter, mais et ça fait polémique. Et ça fait polémique parce que d'autres pensent que cette mobilisation ne se fait pas dans l'art, il y a des tricheries, etc., etc. Bon, moi je pense bien que... qu'il y a des extraits d'actes de naissance qui sont même... qui sont confectionnés, délivrés, confectionnés, à la va-vite. Tout ça là. Bon, moi je pense bien que ça c'est des questions, je dirais, qui relèvent du politique, moins politique. C'est-à-dire que nous, en tant que citoyens, on doit s'inquiéter de constater que le jeu démocratique n'est pas respecté, de constater qu'il y a un certain nombre de tricheries qui sont de nature à compromettre le caractère, je dirais, transparent et juste des élections. Même si d'autres sources affirment que... Bien sûr que tous ceux qui ont évoqué ce sujet, ils entendent qu'il y a même un dossier en justice, donc par rapport à ces dossiers, un parti politique qui se plaint. Je pense bien que c'est de bonne guerre si les partis politiques peuvent, de façon, je dirais, en respectant les lois de la République, faire recours à la justice pour trancher. La justice, normalement, doit se pencher sur la question et voir si c'est fondé d'arrêter, si ce n'est pas fondé, justement, donc, d'infirmer. Donc, je pense bien que c'est à ce niveau que nous voulons que les partis politiques s'impliquent, parce que c'est d'abord un combat, comme je l'ai dit, qui les concerne d'abord. Ceux qui ont intérêt à ce que les citoyens aillent voter, ceux qui ont intérêt à ce que les citoyens soient enrôlés. Les citoyens lambda qui n'ont pas cette forte prise de conscience pour lui aller voter, se perdre son temps, pour lui s'enrôler, ce n'est rien. Mais vous constatez que l'enrôlement des fonctionnaires, ça c'est parce que les gens ont un enjeu. S'il y a un enjeu important, les gens pensent que c'est une question qui défie même. La carte biométrique, elle est importante aussi parce que bien sûr, c'est parce que c'est ça qu'il faut faire. Il faut sensibiliser les gens que l'enrôlement là n'a pas non seulement
pour intérêt les élections, mais ça sert aussi des cadres électeurs. Vous connaissez, au Niger, en tout cas, il suffit de voyager pour voir comment est-ce que ces bus-là sont arrêtés, des citoyens sont sans pièces, etc. Les gens sont réfractaires à ces niveaux pour se faire formaliser, pour avoir des documents de voyage. Mais si le règlement biométrique qui a pour but, n'est-ce pas, de faire amener les gens à voter, va leur permettre aussi de se doter d'un certain nombre de pièces d'état civil. Je pense bien que c'est important. Mais beaucoup de Nigériens ne le savent pas, parce que s'ils le savent, je suis sûr que l'engouement sera encore beaucoup plus fort. Donc, il n'y a pas véritablement une campagne de sensibilisation. Peut-être à ce niveau aussi, la CENI devrait être interpellée, parce que la CENI a un budget de sensibilisation par rapport à toutes ces phases-là. On ne sent pas... Donc, ils disent que... vous savez, les gens... Il y a un sketch. Non. Les sketchs là, ça passe... C'est du théâtre. Les sketchs là, ça n'a plus d'impact. Il y en a qui disent que les gens regardent tellement majeur voilà, qu'on ne doit pas confier. Non. Les gens regardent, ils rient. Les gens regardent les sketchs, ils rient, mais ça n'a pas d'impact. La sensibilisation devrait être plus dynamique, elle doit être plus forte, elle doit être beaucoup plus active et même interactive. Il faut aller vers les citoyens. Il faut les sensibiliser. Il faut peut-être faire de quartier en quartier, de porte à porte, sensibiliser pour que les gens voient l'enjeu de façon importante. Mais il n'y a pas ça. Ça se passe beaucoup. Sont pas informés, même dans les réseaux sociaux. Moi, la dernière fois quand je me suis enrôlé, beaucoup de questions ont fusé. Mais vous êtes enrôlé, ça a commencé. Vous êtes enrôlé où, quand est-ce que ça va commencer pour Niamey? Donc, ça veut dire que même au niveau de ceux qu'on pense être suffisamment informés de la chose, il y a ce problème. Donc, il faut vraiment une sensibilisation. Et je pense que ça doit se faire à deux niveaux. La CENI doit en faire, les partis politiques aussi doivent s'investir, mais également les médias et la société civile doivent apporter leurs contributions. Merci, M. Souley. Alors, Souley me dit que la CENI et les hommes politiques doivent s'impliquer davantage. Alors, finalement, il y en a qui, d'aucuns pensent que ce n'est pas une affaire seulement des partis politiques, parce que les partis politiques, c'est-à-dire laisser les partis politiques mener cette campagne, ou alors aller sensibiliser les gens, ou tout ce qui concerne cet aspect, c'est comme si la CENI effectivement laisse une partie de ses missions. En fait, j'ai entendu sur des plateaux les gens, c'est-à-dire penser comme cela, que la CENI, elle laisse les partis, alors que les partis politiques, si on le laisse s'accaparer effectivement du processus électoral, c'est aussi dangereux. Vous savez, c'est pas la première fois que le Niger a fait un recensement électoral. La seule différence aujourd'hui, c'est que celui-là, il est biométrique. Et de tout temps, d'abord, il y a des comités au niveau de la CENI qui passent commune par commune, village par village, pour sensibiliser les citoyens par rapport aux dispositions faites. Et la CENI a des démembrements, c'est-à-dire des commissions locales, communales, départementales, régionales et nationales, qui doivent aussi assurer le relais pour la sensibilisation de population pour qu'ils puissent aller s'enrôler. L'autre aspect, de tout temps quand il y a eu la CENI, tous les médias, qu'ils soient publics, privés, la presse écrite, les radios, les télévisions, sont mobilisés pendant au moins 2 semaines dans la campagne pour inciter les gens à aller au recensement biométrique. Mais cette fois-ci, il n'y a pas eu cela. Donc c'est tout à fait normal que les gens soient un peu réticents. L'autre aspect, les médias. Oui, l'autre aspect, les politiciens eux-mêmes, ils doivent aller sur le terrain. Mais cette fois-ci, et aujourd'hui, ceux qui créent au scandale, ils ont fait d'abord une pré-campagne contre eux-mêmes, en disant qu'ils ne vont pas faire le règlement biométrique. Les partis politiques de l'opposition, qui ne sont pas d'accord et qui ne sont pas d'accord avec, ils ont critiqué, ils ont remis en cause la CENI. Et cet aspect a joué sur leurs militants. Et l'autre aspect, aujourd'hui, ceux qui créent au scandale, que les partis politiques de l'opposition en particulier, et de la majorité en particulier, le principal parti politique au pouvoir, ils prennent des gens pour amener, pour s'enrôler. Mais quel parti politique aujourd'hui qui n'a pas pris des gens pour s'enrôler? Même celui qui a, le parti politique qui a porté plainte à Zander,
de Niamey, ici, il a pris combien de gens pour les amener dans le village? Il va amener ces gens-là gratuitement? Mais les gens passent de pièces d'État. Non, mais regardez, les partis politiques là, ils se connaissent. C'est pas aujourd'hui que les gens ont commencé. Quel parti aujourd'hui qui ne triche pas par rapport aux élections? Il n'y a pas ce parti-là, qu'il soit de la majorité ou de l'opposition. Et les gens doivent cesser, doivent cesser de la démagogie et de s'assumer face à l'histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'opposition qui prône au changement, à l'alternance, les élections se gagnent à partir de recensement électoral. Lorsque les gens ne se mobilisent pas, aujourd'hui, regardez pourquoi ces partis de l'opposition qui ont l'expérience des élections, pourquoi ils se mobilisent pour aller sur le terrain eux-mêmes. Ils s'investissent sur le terrain commune par commune avec tous les cadres des partis politiques. On oblige les gens à aller sur le terrain pour aller inciter ces militants à aller vers la solution. Mais par exemple, quelqu'un qui veut être candidat, qui est à la députation, mais tous ces gens-là qui partent, est-ce qu'ils ont les moyens? Même ceux de l'opposition, j'ai vu, il y a des gens qui ont pris des gens ici à partir pour les amener au village. Est-ce qu'ils ont les moyens? Ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de conviction et de volonté. Lorsque vous êtes convaincu de ce que vous faites et vous êtes convaincu de votre popularité, il est tout à fait normal que les gens se déplacent pour aller et inciter la population et inciter leurs militants pour assurer leur base, pour pouvoir donc aller se recenser biométriquement. Mais aujourd'hui, l'opposition, au lieu d'aller vers ces élections-là, les gens sont en train de faire des guerres politiques inutiles de leadership. Mais comment aujourd'hui et demain, en 2021, ils vont revenir pour dire qu'il y a eu tricherie au niveau des élections, pendant qu'eux-mêmes en amont, ils ne sont même pas mis au sérieux. L'opposition aurait dû, malgré quoi qu'on dise le problème qu'il y a, intégrer la CENI et intégrer tous les démembrements de la CENI. Aujourd'hui, ils sont dans tous les démembrements de la CENI, ils sont dans le système. Il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent aussi améliorer. À Zander, notamment, je vais te dire ce qui s'est passé à Zander, paraît-il, c'est ce que un parti de l'opposition a dit, n'est-ce pas, à travers les réseaux sociaux. Nous avons vu des messages, des vidéos, selon lesquels, effectivement, il y a des gens, on prend des militants d'un parti donné, c'est-à-dire on les met dans une maison, on leur fait ceux qui n'ont pas des pièces d'état civil, on leur fait rapidement des pièces d'état civil, on met cachet et tampon du maire, ainsi de suite, et là ils vont se faire enrôler. Alors, finalement, ici, aujourd'hui, j'arrive, je vais te répondre. Oui. Rappelez-vous, en 2011, oui. Il n'y a pas eu parmi les partis de politique de l'opposition aujourd'hui des gens qui ont été pris dans la commune 1 et dans la commune 2 avec des carnets de famille qu'ils ont établis, des actes pour pouvoir aller faire enrôler leurs militants. C'est de la fraude, ça? C'est pas de la fraude? Il y a le dossier même il y a une plainte même à la justice. Mais quand même, c'est pas aujourd'hui que les gens font. Maintenant, si les gens aujourd'hui fuient les responsabilités pour vouloir discréditer l'enrôlement biométrique en utilisant tous les moyens, moi j'ai vu cette vidéo qui est en train de circuler. Mais aujourd'hui, dans le monde aujourd'hui que nous sommes, dans le monde de la technologie, tout est possible pour faire certaines choses. Je voudrais réagir un peu par rapport à ce que vous avez dit. Moi, en fait, j'ai vu... Je ne parle pas d'enrôlement. Oui, je parle déjà. Oui, justement, j'ai vu un peu aussi la vidéo sur les réseaux sociaux. Moi, je pense bien que plutôt là, c'est une campagne qui est en train d'être faite, une campagne, je dirais même d'intoxication, que ce soit de la CENI, que ce soit du processus d'enrôlement. Parce qu'au fait, moi, je pense que c'est des choses qu'il faudrait plutôt encourager. Il y a un enrôlement qui est là. Beaucoup de Nigériens, je l'ai souligné tout à l'heure, n'ont pas de pièces d'état civil. Si nous avons l'habitude de le faire, organiser des séances foraines, d'établissement des pièces d'état civil pour les citoyens. S'il y a un parti politique ou s'il y a même une autorité qui est qualifiée pour le faire, si elle le fait, je pense que ce n'est pas un mal. Parce que si elle le fait, ça veut dire que les autres militants des autres partis peuvent être incités à le faire. On en a vu comment ça s'est fait. Mais si
quelqu'un le fait pour ses militants, mais si d'autres viennent, ils peuvent venir de façon... C'est pas pour ses militants qu'il le fait, c'est pour les militants d'un parti donné. Il ne connaît pas ses militants. Mais aujourd'hui, les votes là, il est secret. Tous ceux qui vont venir, personne ne peut savoir. Ils ne peuvent pas être sûr que c'est pour qui il a établi ces pièces-là peuvent aller voter. On avait vu même à Niamey, ça s'est passé, les élections passées. Que c'est nos militants où les gens, vous me suivez, où les gens ont volé des cartes d'électeurs pour distribuer à leurs militants. Mais le jour où ils distribuaient ces cartes-là, tous les militants de tous les bords politiques sont partis pour équiper. Donc, le vote est secret. Moi, je pense bien que c'est un acte, je dirais, patriotique, de faire en sorte que tous les citoyens, nous, on n'est pas des partisans, on n'est pas un parti politique, mais nous souhaiterons que tous les citoyens puissent disposer des cartes d'électeurs pour voter, pour faire un vote de leur choix. Parce que la participation, elle compte. Le taux de participation est calculé après les élections tout le temps. Notre taux tourne autour de 30-40%. Jamais on a atteint les 50%. Donc ça joue sur non seulement la crédibilité des personnes qui sont élues, et ça joue aussi sur la qualité même du processus électoral et démocratique. Donc nous pensons qu'il faut faire en sorte que si aujourd'hui il y a un parti politique qui est organisé ces audiences pour faire en sorte que les gens aient assez de pièces d'état civil, c'est une bonne chose. L'autre chose que je voudrais ajouter, c'est que je voudrais soutenir ce que Zoubair a dit tout à l'heure. C'est que en fait, les gens sont en train de crier aux voleurs, mais ils ont créé les conditions eux-mêmes. Parce que, moi je me souviens, on avait fait beaucoup de débats sur cette question où, avec des militants des partis politiques, de l'opposition, qui étaient en train de diaboliser la CENI, qui se sont inscrits dans la logique même de ne pas aller aux élections. Le boycott total. Donc pour les militants, simple. Donc, ils ont envoyé un message à leurs militants. Qui a eu un impact psychologique sur les militants. Ils ne sont même pas prêts. Les militants ne sont pas prêts. Ils ne répondent même pas au mot d'ordre de la CENI. Dès qu'on parle de ce CENI, les gens zappent. Les gens ne suivent même plus les messages, les sketchs de la CENI. Pour eux, dans leur entendement... pour eux, leurs leaders politiques ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Donc c'est ce qui justifie, malheureusement, aujourd'hui, ce taux faible de participation à l'enrôlement. Et c'est malheureusement ça que les partis politiques sont en train de déplorer. Donc je pense bien qu'ils ont adopté une politique aujourd'hui qui se retourne contre elle. Parce que nous avons vu certains leaders, en tout cas politiques, se sont enrôlés. Ça veut dire qu'ils sont prêts à aller aux élections. Donc je pense bien que s'ils sont prêts à aller aux élections, bien sûr, s'ils sont prêts à aller aux élections, qui ne croyaient pas aux élections, qui ne croyaient même pas que les élections auront lieu. Donc je pense bien que ce jeu de cache-cache là, il faut arrêter ça. Ils doivent sensibiliser leurs militants à aller. Parce que d'abord, on a dit que cet enrôlement permet aux citoyens de disposer d'une pièce d'état civil. Donc il faut faire en sorte que tout le monde aille s'enrôler. Mais si tout le monde... La période de validité, je crois que c'est 10 ans. Même si le parti politique n'a pas fait le choix d'aller aux élections, au moins ses militants disposent des pièces d'état civil. Je pense. Et que ce processus-là est pris en charge par le budget national. Cet enrôlement que la CENI fait, c'est les frais de tous les citoyens. Vous ne pouvez pas les empêcher d'aspirer à leurs droits, quelque chose qui se fait avec leurs frais, vous les privez de ces droits. Donc je pense bien que, comme je l'ai dit, il y a une mauvaise compréhension politique dans nos pays. Il y a en tout cas des comportements politiques aujourd'hui qu'il faut revoir. Parce que les gens sont en train de faire des politiques à tout bout de champ. Les gens sont en train d'agir sans regarder au préalable l'intérêt de la majorité. Parce que les gens ne voient que leur intérêt. Nous allons partir aux élections quand ça nous arrange. Nous n'irons pas quand ça ne nous arrange pas. Donc quand on va perdre, bien sûr, les élections, c'est l'intérêt de tous. Parce que c'est un processus qui permettrait... quelqu'un d'autre peut gagner demain. Et que le combat, là, c'est un combat. Il faut l'inscrire dans une longue durée. Ce n'est pas un combat d'aujourd'hui ou demain. Il faut s'inscrire dans une durée pour justement s'enraciner, pour justement pouvoir faire quelque chose de meilleur. Merci, M. Souley. Alors, Zaberou, on reste encore dans ce sujet, c'est-à-dire sur le comment on appelle l'enrôlement biométrique. Tout à l'heure, vous avez parlé de campagne de communication, une campagne médiatique qui laisse à désirer la CENI par rapport aux années antérieures.
Alors, moi, je sais qu'il y a une campagne, la CENI travaille avec les médias, effectivement, nous travaillons avec ça. Mais, une chose est sûre, il y a un aspect qui a été effectivement négligé, c'est l'aspect sensibilisation active. C'est-à-dire la CENI. Moi, je pense, oui. C'est-à-dire que cette CENI-là, c'est l'une des CENI les plus amorphes qu'on a connues justement dans ce pays. C'est une CENI qui n'est pas dynamique. C'est vrai, par le passé, le président de la CENI a marqué d'un cachet fort les élections. L'actuel président, mais cette fois-ci... À son premier passage. Oui, son premier passage. Mais on sent qu'il n'y a pas de dynamisme avec les différents partenaires. Les différents partenaires, c'est les médias, c'est la société civile, etc. Mais on signe de petits contrats avec de petites agences de communication qui font des sketchs et autres. Mais ce n'est pas ça la sensibilisation. Au Niger, là, il y a une pratique, quand elle dure, là, elle n'est plus efficace. Les sketchs, là, c'est révolu. Les sketchs, là, où on va dans les camps. Non. Maintenant, les gens n'ont même pas le temps pour les écrans, pour les grands écrans là. L'écran, c'est les cellulaires, les autres. Donc, c'est pour ça que beaucoup des informations passent à côté. Il faut, comme je l'ai dit, une sensibilisation pragmatique et dynamique. Elle doit être sur le terrain. La CENI doit impliquer. Et puis, elle doit être une communication, je dirais, intensive. Parce que, comme il a dit tout à l'heure là, on prend une période, et cette période, on intensifie la campagne, ça joue sur le psychique et ça marque l'esprit. Mais est-ce que ça s'est fait à compte-gouttes? Au même moment où il y a un travail qui est fait contre la CENI, la CENI devait tenir compte vraiment du contexte. Qu'il y a des partis politiques qui n'ont pas fait le choix des partis aux élections, qui ont fait le choix de boycotter la CENI, etc. Donc elle doit changer de stratégie, d'avoir une stratégie, je dirais, beaucoup plus dynamique pour justement imprimer une marche qui va répondre justement à l'attente. Vous savez, Lawan, vous avez parlé qu'il y a des contrats avec les médias. Mais la CENI qu'on connaît dans les années antérieures, il prend tous les médias sans exception pour faire au moins 2 semaines de campagne. 2 semaines de campagne. Que ce soit la presse écrite et que ce soit aussi audiovisuel. Tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Mais cette fois-ci, mais quand il y a la sélection, ou bien quand il y a une catégorisation, où par exemple on néglige certains médias, que peut-être, ils ont leur aura. Ils ont leur... Donc moi je pense je pensais que tous les médias sont impliqués. C'est pas tous les médias. Ça c'est le premier aspect. L'autre aspect, moi je te dis par exemple, il y a des séries où par exemple c'était village par village, où les gens, il y a eu toujours des campagnes, où il y a eu des campagnes de sensibilisation, de la mobilisation. Sur le terrain. Sur le terrain. Mais cette fois-ci, il n'y a pas eu cela. Même par exemple au niveau de la commission de la CENI. Et même au-delà, même pendant les opérations d'enrôlement, vous allez voir la commission aussi, ils partent, ils sont les chefs du village, les chefs de quartier, tout, ici, ils partent maison par maison pour faire sortir les gens pour aller s'enrôler. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas cet engouement-là. Maintenant, quand nous revenons par rapport à toujours ces cas de fraude, moi j'ai vu la vidéo où c'est eux-mêmes qui interrogeaient une femme. C'est eux-mêmes qui interrogeaient une femme qui disait on les a amenés ici, on les a donné ça, on leur a donné de l'argent. Mais regardez, si c'est leurs militants, et que c'est vrai leurs militants, réellement, ils n'allaient pas être embarqués par quelqu'un d'autre qui n'est pas de leur part. Finalement, ils seraient heureux. Ça, c'est d'autres aspects. L'autre aspect. Non, c'est-à-dire, je parle que si c'est leurs militants, ils ne devaient même pas accepter d'aller pour quelqu'un d'autre, si réellement c'est leurs militants. Et deuxième aspect, ils auraient dû même dire à leurs militants d'aller. Parce que c'est une occasion pour ceux qui n'ont pas d'état civil d'aller s'enrôler et voir cette et voter pour eux. Et voter pour eux. Mais c'est quelque chose qu'on peut utiliser qui est à double tranchant. Mais c'est que l'opposition, elle s'est désemparée, elle s'est désespérée, elle n'a aucune issue que de discréditer le processus électoral. Parce que les autorités... Les boycotts et les mises là-bas. Oui, par exemple, aujourd'hui, eux-mêmes, ils ont vu que les autorités sont engagées et sont déterminées à respecter ce calendrier électoral. Et c'est maintenant que certains leaders politiques de l'opposition qui sont en train maintenant d'aller sur le terrain pour corriger. Or, eux déjà, les partis politiques de la majorité
Et notamment, par exemple, le principe pour parti pour pouvoir, aujourd'hui, qui veut toujours conserver le pouvoir, ils étaient depuis sur le terrain. Et ils ont mobilisé tous leurs cadres à aller sur le terrain. Mais pourquoi l'opposition ne fait pas cela? Pourquoi l'opposition? Aujourd'hui, ce n'est pas trop tard. L'opposition peut revenir à la raison, à la réalité, au réalisme politique et intégrer les commissions électorales. Toutes les commissions du village jusqu'à la commission nationale. Pour pouvoir, parce qu'il y a l'autre aspect au niveau de la distribution des cartes. Tant que ce n'est pas la personne qui s'est présentée physiquement, parce qu'il y a des photos, on ne peut pas remettre ces cartes-là. Mais s'ils ne le font pas, ce sont toujours de côté. Mais ils ont avantagé ceux-là qui sont au pouvoir aujourd'hui pour aller vers les élections. Et il n'y a pas de question qu'ils vont revenir encore en 2021 pour dire que les élections ont été truquées ou bien il y a eu fraude ou il y a eu considération. Parce que c'est eux qui sont responsables de tout ce qui va advenir. Donc finalement, là, ils peuvent reprocher peut-être un processus d'enrôlement peut-être biaisé. Mais même s'il est biaisé, si aujourd'hui ils sont dedans, il ne peut pas apporter des corrections, il ne peut pas apporter des correctifs. Il ne peut pas aujourd'hui empêcher certaines choses, même s'il pense qu'il y a eu quelque chose, il ne peut pas empêcher certaines choses. Mais il faut qu'il soit dans la commission. Mais aujourd'hui, ils ne savent rien de ce qui se passe dans la commission. Et ils sont en train de vouloir, aujourd'hui, ils sont en train de vouloir se rattacher, c'est-à-dire d'autres clandestinement, ils partent pour s'enrôler. Regardez par exemple le principal parti aujourd'hui du pouvoir, aujourd'hui le Modern F à Alumana. C'est maintenant, aujourd'hui, que Modern F a compris que les élections auront bel et bien loin, que c'est maintenant qu'ils font des campagnes quartier par quartier pour inciter aux gens de sortir pour aller s'enrôler. Or, il est encore temps pour qu'ils se rattachent. Mais ils ont compris que les élections se gagnent à partir du recensement biométrique. Et tout parti politique ou tout candidat qui ne sait pas qui se parle le temps, qui ne part pas pour mobiliser ses militants pour aller s'enrôler, il sait que d'avance il part cette élection. Oui. En fait, ce que j'ai voulu notifier, c'est ça. Il a commencé à parler là-dessus. L'opposition a déjà, on l'a dit, c'est déjà porté un coup à travers la campagne qu'elle a faite contre, en tout cas, le processus, de façon notamment la notamment la CENI. Ouais. Tout à l'heure, j'ai noté un peu certaines, je dirais, insuffisances de la CENI. Nous-mêmes, on ne s'est pas beaucoup apaisantis sur les critiques de la CENI, peut-être pour ne pas faire le même jeu que l'opposition. Peut-être même pour ne pas démoraliser la CENI. Moi, je pense que, comme on l'a dit, il y a beaucoup de choses à revoir, notamment en matière de sensibilisation. Donc, l'opposition s'est portée un coup. Aujourd'hui, comme on le dit dans l'adage, il n'est jamais tard pour mieux faire. C'est vrai, la première zone, on a fait un enrôlement. Moi, je ne sais pas dans le calendrier de la CENI s'il est prévu une deuxième phase de... Il n'y a pas de rallonge. Ça, je voulais dire. Maître Issa Kassouna a bien été clair. Le calendrier est très serré. Donc, je pense bien que il va certainement avoir des périodes de réclamation. Ils peuvent aller dans certaines zones pour s'enrôler. Voilà. Donc, je pense bien que il faut le faire. Pour Niamey, c'est pas encore tard pour Niamey, je crois. Niamey, ils ont fini hier la zone 1. Maintenant, la semaine prochaine, ils vont commencer la commune 2. Donc, je pense bien que il faut maximiser parce que c'est une première étape pour les élections. Si vous n'êtes pas enrôlé, vous ne pouvez pas voter. Donc je pense bien qu'il faut encourager les militants. Parce que moi, je pense que tout le monde doit s'enrôler. Parce que c'est vrai, Zuber l'a dit que les élections peuvent être gagnées à l'enrôlement. Mais ce n'est pas aussi évident. Tous ceux qui se sont enrôlés, il faut un travail de campagne. La sensibilisation peut faire en sorte qu'ils balancent ou qu'ils votent pour un autre. Donc, l'enrôlement est déterminant parce que c'est ça qui permet de voter. Il faut encourager à ce que tout le monde le fasse. Et les campagnes aussi seront déterminantes pour balancer les donc, sans enrôlement, il n'y a pas de vote. Donc, sans enrôlement, vous ne pouvez pas voter. Comment? C'est des photos. Voilà, sans enrôlement, vous ne pouvez pas voter. Donc, finalement, ça là, c'est important. Personne ne porte ce message avec insistance. C'est très important. J'ai dit pour l'opposition, il n'est jamais tard pour mieux faire. Ils n'ont qu'à s'impliquer pour que tous les citoyens puissent s'enrôler, ne serait-ce que pour avoir des pièces d'état civil et pour accomplir ce devoir-là de voter qui est aussi leur droit. Maintenant, les partis politiques aussi vont s'impliquer pendant la campagne pour faire en sorte que l'essentiel des électeurs puisse leur être favorable. Donc moi, je pense bien que c'était une erreur de penser qu'il faut
arrêter le processus électoral, qu'il faut arrêter la démocratie à travers les boycotts. Les gens le disent toujours, la politique de chaises vides n'est pas toujours je me rappelle que ce n'est pas pour la première fois, effectivement, que ce genre de choses arrivent à l'opposition. Tout à fait. Avec l'installation de l'Assemblée nationale, c'était pratiquement la même chose. Ils étaient obligés de revenir encore pour aller s'asseoir. Ça devrait servir vraiment de leçons. Ça devrait servir de leçons. Ça prouve que la politique est faite dans notre pays avec un certain amateurisme, avec une certaine refus de lecture du passé. On sent que le leader politique refuse de se référer à l'expérience, à ce qui s'est passé, aux leçons. La politique, comme on dit, le football maintenant, c'est se joue à table. La politique aussi se joue à table. Les gens refusent de faire la politique à table. Les gens font la politique dans la rue, de façon improvisée, avec surtout les nerfs. Or, la politique, il faut surtout le cerveau. Il faut réfléchir, il faut garder son calme. On fait des choses très épidermiques, tu vois, les gens s'apporter à un certain niveau, puis revenir encore à un niveau où ils se font ridiculiser. Il faut réfléchir, il faut dire que ce pays-là, on n'en a qu'un seul. On n'aura pas un autre. Et si on les casse, c'est fini pour nous. Et il faut faire en sorte que tout ce qu'on fait, qu'on l'inscrit dans ce contexte de renforcement de notre nation, de renforcement de cette culture démocratique, de renforcement aussi des activités qui s'inscrivent toujours dans la durée. Mais les gens veulent toujours gagner, toujours vite, de façon... je dirais tout de suite et sinon jamais. Ce n'est pas toujours que ça réussit. D'accord, alors nous sommes presque à la fin de notre émission, mais j'aimerais qu'on parle effectivement, qu'on effleure un sujet puisqu'on parle des élections. Nous allons parler effectivement de partis politiques en 5 minutes. Des choses arrivent, des situations fâcheuses au niveau de certains partis politiques tels que Jamhouria ou Lumana. Par exemple, Lumana prépare un deuxième congrès ordinaire. Ça sera le 23, je crois. Et les deux ailes, effectivement, vont certainement préparer ce congrès, un congrès à Dosso et un congrès à Niamey. C'est une situation fâcheuse, n'est-ce pas, quand on est à quelques mois des élections générales. Alors, au MPR Jamhouria, c'est une fronde, n'est-ce pas, des poids lourds du parti, effectivement, sont en train de mener une campagne, effectivement, qui n'est pas propice ou alors qui n'avantage pas le parti à quelques mois des élections. C'est le cas de, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le cas de Alman Morou, n'est-ce pas? C'est le cas de Wasselke au MPR, Jamhouria, et ainsi de suite. Alors, quelle lecture peut-on faire? Si toutes ces années, n'est-ce pas, jusque-là, on est à quelque part des élections, encore les partis politiques sont dans des problèmes, présentement des problèmes structurels. Oui, merci beaucoup. Je commence par dire par relever que le congrès de Lumana n'aura pas lieu parce que la justice est intervenue pour ce soir à ce congrès. Et je pense bien que tout à l'heure, en lisant un article sur le problème à Lumana, je me suis posé tellement de questions. Je me dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Lequel de congrès la justice? Celui de Dosso n'aura pas lieu. Il n'y aura même pas de congrès à Lumana. Il n'y aura même pas de congrès, en tout cas dans cette semaine-là. Ils seront obligés de reporter ou d'attendre. De se revoir, en tout cas au vu de la décision de la justice. Donc je me dis qu'il y a énormément... J'étais en train de chercher les raisons de ce problème. Parce que c'est incompréhensible qu'un parti à l'opposition puisse se comporter de cette façon. Déjà, pour des raisons d'intérêt, on avait vu le parti a éclaté, mais aujourd'hui, le parti est incapable de trouver une issue. Il est éclaté en presque 3 blocs, 3 qui s'étirent, et qui n'arrive pas à s'entendre. Et quand on sait que c'est vraiment pour sauver la face, et c'est la même chose qu'on voit à Jamhouria qui est encore au pouvoir. Un parti qui est allié à la majorité. Qui est allié à la majorité, surtout qui a déjà un candidat qui n'est autre que le président du parti qui a toujours été. Donc, n'est-ce pas peut-être là le problème, puisqu'en 2016, Al-Bani n'était pas candidat? Oui, il n'était pas candidat, mais aujourd'hui, il a été. Il l'est. Et eux-mêmes, les militants de Jamhouria se sont plaints que Al-Bani ne soit pas candidat aux élections de 2016. Mais aujourd'hui qu'il l'est, on se trouve que c'est bizarre. Et c'est maintenant que le parti... Moi, je pense que c'est un problème... Je dirais, quand vous observez tous ces leaders-là, ce sont des vieux dinosaures qui s'inquiètent pour leur suite, pour leur fin, entre guillemets,
qui pensent que à tout prix, il faut se maintenir à un certain niveau, puisque peut-être le temps est court, puisqu'on perd un peu l'espoir. Ils se chamaillent. Moi, je pense bien que dans une démarche, il y a toujours une conduite. Et cette conduite doit être imprimée par un leader. Un parti politique ne peut pas émerger, il ne peut pas avancer quand il n'y a pas de leader. Lorsque les gens se contestent, c'est un problème. Or, tout le monde ne peut pas être, comme on l'a dit dans la tradition, tout le monde ne peut pas être chef, tout le monde ne peut pas être devant. Il faut que, à un certain moment, que ce soit X qui soit devant et que nous, de façon, je dirais, unie, qu'on puisse soutenir cette personne et avancer. Mais on a l'impression que tout le monde va être la même chose pendant le même moment. Finalement, on ne tire pas les leçons. Non, ça ne peut pas aller. Nos hommes politiques ne tirent pas les leçons du passé. Ils ne tirent pas les leçons du passé, voilà. C'est extrêmement grave. Et comme moi j'ai dit, en fait, ça doit être comme ça parce que c'est l'heure qui a sonné, très certainement pour beaucoup. Ces conflits internes, ces crashs internes entre eux, ça doit se passer peut-être. C'est une façon, c'est la désagrégation qui se passe comme n'importe quel. C'est un phénomène naturel. C'est un phénomène naturel. Et malheureusement, il n'y a pas une génération qui est là, qui les pousse, qui mettent de la pression sur eux, mais c'est à leur niveau seulement. C'est à leur niveau que ça se désagrège et ça va se désagréger parce qu'ils ont une conception que c'est moi ou rien et que tout le monde doit être devant. Il y a un temps quand même pour tout. Il y a un temps pour tout. Merci bien. Alors, Zaber, rapidement, on est à la fin de notre cette émission. Zaber, quelle lecture fais-tu de tout ce qui arrive à des partis majeurs, des grands partis, un parti de l'opposition et un autre de la mouvance présidentielle à quelques mois des élections générales? Aujourd'hui, moi, je prends le problème de tout, parce qu'aujourd'hui, tous les partis politiques ont des problèmes, mais certains gèrent leurs problèmes de leur manière, d'une façon ou d'une autre, par rapport à certains. Et ce problème-là, c'est tout à fait normal dans les partis politiques, parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle la crise du leadership. Chacun veut émerger. Ça, c'est le principe, parce qu'ils sont tous pratiquement tous de la même génération. Et ils voient qu'à partir de 2021, c'est presque pratiquement fini. C'est la fin du cycle. Ça, c'est le premier aspect. L'autre aspect, quand dans une organisation, qu'elle soit politique, qu'elle soit de la société civile ou bien qu'elle soit même un pays, lorsqu'il y a la subjectivité dans la gestion, c'est tout à fait normal que les gens connaissent. Arrive à cela. Parce que d'abord, lorsqu'il n'y a pas de sanction, parce que quand un militant commet une erreur, même quel qu'en soit le rang qu'il a, même si c'est le président du parti, il faut le mettre à l'ordre, conformément appliquer le règlement intérieur et le statut du parti. Il n'y a pas ça. Et il y a une certaine subjectivité, on appelle qu'à un tel, on refuse d'appliquer à un tel parce que le ceci, le cela. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect de la manière dont les gens gèrent les crises. Parce que lorsqu'il y a une crise de leadership et que le consensus ne prime pas, les gens refusent le consensus. Mais naturellement, il faut que les chefs des partis politiques acceptent que ces militants aillent au vote. Pour voter et que le vote départage les militants. Mais parce que celui-là a la grâce de un tel, celui-là a la grâce de un tel, on voit que si on va au vote, il va échouer. Et non, il faut aller toujours trouver le consensus ou garder le statu quo du problème. Et c'est ça qui crée le problème. Et c'est ce qu'aujourd'hui, moi je pense qu'aujourd'hui, les partis politiques, que ce soit ceux qui sont au pouvoir ou qu'ils soient de l'opposition, ils ne doivent pas accuser X ou Y qui est à la base de leurs problèmes ou qui est à la base de leur crise. Parce que si à leur sein, ils arrivent à s'entendre, si à leur sein, ils arrivent à créer, à régler le problème n'allait pas se poser. Pour le problème de Lumana, moi je pense qu'aujourd'hui, le problème de Lumana, ne n'accusez pas. Oui, j'arrive, je finis par ça, que le problème de Lumana,
je pense qu'aujourd'hui, c'est de ne pas accuser qui que ce soit, mais c'est le premier chef Hamma qui est responsable de ce problème. Tout comme au MP Jamhouria, si aujourd'hui Al-Badi respecte le texte et applique le texte à ses militants, le problème n'allait pas se poser. Merci Zabarou. Merci, et nous sommes à la fin, n'est-ce pas, de cette émission Grand Plateau. Merci vraiment, nous avons évoqué des sujets d'importance nationale, n'est-ce pas, d'envergure nationale, notamment cette question d'audit, n'est-ce pas, au niveau de la défense, du ministère de la Défense nationale. Selon des sources, je vous le disais tantôt, le rapport est sur le bureau du président de la République. Nous avons également parlé de l'enrôlement biométrique, de son importance, des difficultés, n'est-ce pas, rencontrées, et aussi des manques de sensibilisation, n'est-ce pas, envers les citoyens, pour que les gens, effectivement, prennent la portée, mesurent la portée, effectivement, de l'événement. Nous avons également parlé des partis politiques qui sont en crise à quelques mois des élections, ce qui n'est pas normal, et que effectivement nous assistons peut-être à une fin de cycle, comme vous le dites. Alors, les ingrédients sont réunis. Effectivement, pour que les choses vraiment prennent fin pour beaucoup de nos hommes politiques, en fait, des hommes politiques aussi qui sont là depuis les années 90, effectivement, qui sont là depuis un demi-siècle et qui gèrent nos partis politiques. Merci, M. Souley. Merci à vous. Merci, M. Zaberou. Merci à toute l'équipe de l'autre côté qui m'a aidé à présenter ce grand plateau. Effectivement, il s'agit de chef caméraman, Momoli, que vous connaissez très bien. Et puis de l'autre côté, effectivement, de la régie, ils sont nombreux. Il y a Kader Ambali, il y a Djibril Jado, il y a Hamza. Effectivement, ils sont là et leur stagiaire, bien sûr. Merci et à la semaine prochaine. Merci beaucoup.